Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, je vous propose un format inédit nommé « Que sont-ils devenus ?» Voilà maintenant 5 ans que je parcours la France pour partir à la rencontre des agriculteurs. L'objectif de ce format, c'est qu'on reprenne ensemble des nouvelles de ceux que j'ai interviewés il y a quelques temps maintenant. Et on ouvre le bal avec Marion Anciniri, bergère en Vallée d'Aspe, que j'avais rencontrée en estive en 2020. Marion est depuis devenue une amie. C'est donc avec grand plaisir que je suis partie quelques jours chez elle et qu'on a enregistré cet épisode pour vous donner de ses nouvelles. Vous le verrez, en 5 ans, les choses bougent. Entre adaptation au changement climatique, amélioration des conditions de travail et transmission de son exploitation à ses enfants, les sujets d'actualité ne manquent pas. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse en compagnie de Marion. Bonne écoute! Salut Marion! Salut Louise. Merci beaucoup de me réaccueillir. Avec plaisir. En estive, à quoi? À 1600, 1800? 1600 mètres. 1600 mètres toujours. Ouais. D'altitude. Elle n'a pas bougé. Non, elle n'a pas bougé. J'ai toujours fait 1 heure de marche. Mais j'étais moins en condition physique qu'il y a 5 ans, visiblement, parce que je me souvenais pas que c'était si... T'avais l'impression qu'on avait rehaussé la cabane. Ouais, exactement, monté d'un niveau. Bon, t'ouvres le bal de nouveaux épisodes qu'on va lancer qui s'appelle « Que sont-ils devenus ?» Parce que ça fait 5 ans déjà qu'on se connaît, que je suis venue ici la première fois pour t'interviewer. Donc l'idée, c'est de un peu faire le point 5 ans plus tard, où tu en es, de nous donner les nouvelles aux auditeurs. Du coup, pour ceux qui veulent, évidemment, ils peuvent écouter l'épisode date de 2020. Je pense qu'on l'avait publié en août ou en septembre 2020. Donc s'ils veulent aller l'écouter pour connaître ton quotidien de bergère, qu'ils n'hésitent pas en estive. Alors raconte-nous, du coup, ton exploitation, déjà, à quoi elle ressemble maintenant? L'exploitation, elle a même le rythme, on va dire, annuel, rien n'a changé. On était sur des bonnes bases, a priori, puisqu'on n'a pas changé grand-chose au niveau du nombre de brebis, de vaches. Le système, on transhume toujours à peu près aux mêmes dates et ça, pas grand-chose à changer. Ouais. Toujours 350 brebis laitières, tu nous avais dit, 12 vaches laitières. Oui. Les jeunes, le renouvellement et tout ce qui est tari. Ouais. Ok, et transfo du fromage et vente des fromages. Exactement, au crémier fromager partout en France et un peu en Espagne. Et toujours, on a un peu réduit les salons. C'est vrai que je deviens de plus en plus feignante, on va dire, de sortir du monde sauvage. Je vais plus que salon à des marchés à Rambouillet et un à Marseille 3 où je pense qu'à un moment on a dû en faire jusqu'à 8 par an. Et donc là, plus que 3. Et alors, pendant ces 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé de marquant pour toi? Il y a eu des événements particuliers que tu veux nous raconter, des évolutions? Ça suit son cours. Petit à petit, on s'est plus ou moins bien installé, tranquillement. Voilà, on a mis en route la machine à traire maintenant avec le robostal là, qui marche qui est... en bas dans la ferme, dans la vallée. Ouais. J'ai la chance de loger chez toi en bas et t'es arrivé, tu m'as dit j'ai installé le 220. Je dis le 220 quoi? 220 volts à l'électricité. Ah ouais. Nous ça a été révolutionnaire un peu. Révolutionnaire. Je pense que comme ceux qui ont découvert l'électricité quand c'est arrivé dans toutes les chaumières, voilà, c'est à peu près ça nous a fait cet effet-là. Ouais. Parce du coup ça fait 15 ans que vous êtes là sans électricité. Ouais, même plus. Ouais. C'est une belle avancée. Ouais, je veux bien le croire. Et la traite, du coup, vous la faites toujours en manuel. Vous avez pour 350 brebis à traire matin et soir. Je crois que ça prenait 2 heures par traite à 2 personnes. Oui, là on est même avec des brebis de garde là, l'été, on est plutôt à 450-500 brebis à traire. 2 heures. Mais les gars, c'est bon, ils sont affûtés. C'est pas un projet de mécaniser un peu tout ça? Oui. Et je pense que pour l'avenir, pour que les jeunes continuent, aient envie de continuer à traire en montagne, pour moi c'est le passage obligé. Ouais, le passage à la machine à traire. En estive, c'est sûr quoi. Ouais, c'est des investissements, c'est pour ça que c'est logistique aussi de monter ça tout en haut. Ouais, pour l'instant c'est un problème d'accès. La piste est un peu serrée par endroits, donc on peut pas la monter. Donc soit il faudrait faire un gros investissement en dur, mais aussi on est en zone parc national, donc tous les aménagements sont un peu compliqués pour avoir les autorisations. Donc c'est prochain chantier. Très bien. Et justement, tu parlais de tes enfants, donc Alice, Rémi et Baptiste et Rémi, dans cet ordre-là. Ils étaient petits quand on les avait vus. Ils avaient 17, 14 et 12 ans. Donc maintenant, ça fait 22, 19 et 17. Donc ça y est, c'est des jeunes adultes.
comment ils ont évolué, où ils en sont. Tu nous en avais dit qu'il y en avait un qui avait particulièrement la fibre pour devenir berger. Je crois que c'était Baptiste. Oui. Où c'est que ça en est tout ça? Alors, bon, les trois ont quand même ils avaient une grosse sensibilité agricole, je pense. Et, donc Alice, elle a une formation de bouchère, donc elle a rencontré l'amour dans le Cantal. Alors, elle pas travaille trop loin des montagnes quand même. Non, pas trop, vraiment dans les montagnes, et puis avec un agriculteur aussi qui a des salaires. Elle est un peu loin du Béarn, mais bon, voilà, elle est très heureuse dans le Cantal. Et ensuite, donc Baptiste qui est en BTS et qui rentre en seconde année BTS agricole, bien sûr. Gestion des exploitations, c'est ça? C'est ça, ouais. Axe. Ouais, axe. Et il souhaite s'installer assez rapidement, quoi, dans ce qu'il nous a dit. Il ne voudrait pas forcément aller travailler ailleurs. Il a fait pas mal de stages à droite, à gauche. Il a essayé de voir différents systèmes, différentes logiques. Et ça a été assez formateur. Et pour l'instant, maintenant, il a envie d'arriver sur la ferme et de rester dans la vallée. Le petit dernier, Rémi, donc 17 ans, qui rentre en terminale, donc là en STAV. Agricole techno-agricole plutôt dans ce sens-là, et qui prévoit après de faire une formation, alors il ne sait pas trop, en agricole, plutôt se spécialiser en fromagerie. Après, il touche à tout, donc il aime aussi la mécanique et tout ça, donc peut-être qu'il voudrait se former un peu en mécanique agricole pour savoir se débrouiller, aider sur ce point-là quand il y a une panne. Donc du coup, tu as 2 enfants sur 3 qui aimeraient s'installer. Oui, ouais. Et comment tu vois ça? Quel âge t'as, toi? Là, 50 ans. Ah oui, ouais. Putain, tu les fais pas. 50 ans, comment tu vois la suite, l'installation des enfants? Parce que c'est des tournants qui sont parfois serrés, en tout cas pas manqués. Oui, c'est surtout quand on voit un peu chez les autres, qu'on voit que c'est peut être vite compliqué. Quand même, c'est super, quoi. Et quand il y a un enfant qui s'installe sur une ferme et qui a envie de faire ce métier-là avec nous et tout, donc c'est un côté très positif d'un côté, c'est enthousiasmant. Mais d'un autre, il faut passer le virage ensemble, on va dire, et aller dans le même sens. C'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, qui me stresse, parce qu'on était au départ, c'était un peu quand même compliqué, je dirais presque un peu la misère, quoi, le système dans lequel on était. Donc petit à petit, on a investi. Voilà. Donc c'est vrai que maintenant, on souffle un peu au niveau des investissements, même si on a plein d'idées encore, plein de choses qu'on a envie de mettre en place. Puis on voit que beaucoup de choses évoluent. Donc on sait qu'il faudra faire évoluer la ferme également. On a tout ça en tête, mais d'un autre côté, on se dit, il y a 15 ans encore au moins d'une carrière, quoi, voire donc plus. 15 ans à faire avec ses enfants. Voilà, avec au moins un d'abord, puis le second, sachant que chacun aussi a son caractère et ses envies. Donc c'est comment on va mettre ça en place pour que tout se passe bien. Mais c'est un vrai sujet, parce que c'est vrai qu'il y a la nouvelle génération arrive avec son entrain, ses idées, et peut-être en se disant mais moi je sais comment faire, on va faire comme ça, et les anciens qui ont plus l'habitude et l'expérience de tout ce qu'ils ont construit, et puis des manières de faire, donc il faut réussir à s'accorder. Je pense aussi on a un peu le recul aussi avec l'âge, un peu avec l'expérience. Eux, ils arrivent un peu avec la fougue et, et un peu l'envie, oui, faut faire comme ça, et voilà. Et nous, on va plutôt dire, attends, peut-être que ça déjà on l'a fait, ou regarde comment font les autres, peut-être qu'il faut adapter. Et c'est vrai que ça, c'est pas évident, parce que ça demande quand même beaucoup de communication, quoi, beaucoup d'échanges. C'est pas simple, quoi, ça, de mettre ça en place, de passer d'une relation familiale à vraiment, quelque part, être associés, entrepreneurs ensemble. Puis c'est vrai que déjà la communication en famille, pour personne, c'est jamais évident. On est souvent plus pudique en famille qu'à l'extérieur. Et en plus, dans le monde agricole, j'ai le sentiment que cette pudeur-là, elle est encore plus marquée. Donc se dire les choses, se poser autour d'une table, dire voilà moi ce que j'aimerais, comment je vois les choses, et trouver des compromis, ça peut pas toujours être évident. Pas toujours être évident. Et puis on sait pas forcément faire appel à quelqu'un extérieur, quoi. On sait pas aussi. Se faire accompagner totalement, parce qu'il y a des entrepreneurs, quand ils s'associent, qui font appel à des mecs, des coachs, quoi, pour les aider à mettre des mots sur les choses, ce qu'ils veulent, etc. Donc c'est sûr que la société a beaucoup à apprendre du monde agricole, mais le monde agricole gagnerait des fois à aller chercher des choses à l'extérieur. Oui. Et pas oser, souvent on n'ose pas ouvrir nos portes, parce que ça se fait pas, c'est un peu une question de pudeur aussi. Et de fierté parfois, de dire on n'a pas besoin d'aide. Certainement, oui. Ça se fait naturellement chez tout le monde, et donc nous aussi ça va se faire naturellement. Bon écoute, on vous souhaite de réussir ce cap important, et de réussir à communiquer alors. Et ensuite, je crois que dans le coin, il y a quand même eu un événement marquant, c'est la tempête de cet hiver. C'est ça, oui, c'était cet hiver. En fait, c'était en fin d'été en quelque sorte, début septembre, c'était le 6 septembre l'année dernière. 2024 du coup. Il y a eu en fait une bande qui a traversé un peu les montagnes, là vraiment qui a touché sur en quelque sorte pas beaucoup de surface, et ça peut être des fois d'un vallon où il y a rien, et derrière la crête tout est dévasté.
C'était vraiment sur une bande. Ça faisait 2-3 jours qu'il pleuvait beaucoup. Et là, dans la nuit, il a vraiment fait une tempête. Il a plu des millions de litres d'eau, je ne sais pas comment il faut dire, énormément. Et donc, sur notre estive, on a eu des zones de pâturage qui sont parties, qui sont effondrées. La piste qui mène à la cabane qui s'est effondrée. Beaucoup de cailloux qui ont dévalé les ruisseaux et qui ont atterri en bas, qui ont bloqué les accès. Alors que du coup, le 6 septembre, vous étiez toujours en estive. Donc à un moment, il fallait redescendre. Vous redescendez quoi fin octobre, début novembre? Ouais, fin septembre. Ah oui, fin septembre. Fin septembre sur l'autre montagne, qui a aussi été oui, vous dans l'axe. Descendez d'un cran fin septembre. Elle était aussi dans l'axe, donc elle a été touchée sur le bas du quartier. Ouais, ça a été un événement assez marquant. Bon, après, on a toujours tendance un peu quand même à positiver, c'est-à-dire que souvent des crises, sur le moment, c'est quand même très surprenant. Et puis quand on se réveille et qu'on voit que le jour se lève, qu'on voit à quel point c'est dévasté, qu'il y a des cailloux partout, la route coupée, la grande route aussi, la route nationale est découpée, carrément. Ouais, qui va de l'Espagne à la France, qui est aussi employée par beaucoup de camions espagnols. Oui. Et donc, tous les accès étaient coupés. C'est un peu surprenant. Petit à petit, tout s'organise. Il y a eu quand même beaucoup de solidarité, beaucoup de choses qui sont mises en place. Et avec le recul, on se dit, en fait, derrière ce qui a été reconstruit a été des fois mieux que ce qu'on avait avant. Ça, c'est une très bonne chose, quoi. Même dans l'urgence, ça a été très bien fait derrière, quoi. Et il y a eu quand même un énorme boulot dans les premiers jours des pélistes pour enlever tout. Il faut remettre tout un peu au clair. Ça, c'était très bon quand même. Ouais, et puis ça allait vite finalement. Et vos bêtes, il y en a qui en ont souffert de ça Alors sur le coup, en fait, donc c'était la nuit, donc les brebis étaient parquées, les vaches elles sont libres, donc le lendemain quand le jour s'est levé, une partie des vaches était de l'autre côté du ruisseau, bloquée, et il en manquait au départ 4, après 2, et petit à petit elles sont sorties dans l'après-midi. Elle s'était mise à l'abri dans le bois, donc voilà, petit à petit tout est sorti, donc tout est rentré dans l'ordre, ça a été. Bon, plus de peur que de mal. Exactement, cette tempête, mais ça a tapé fort dans la vallée. Oui. J'ai le sentiment que le métier de berger, il est au carrefour de beaucoup d'enjeux maintenant, que ce soit sociétaux, parce que vous avez des modes de vie qui sont quand même opposés au mode de vie classique maintenant. Encore une fois, ils pourront écouter l'épisode pour mieux comprendre ça. Aussi par rapport au changement climatique, par rapport aux prédateurs aussi, l'ours, le loup. Comment tu vois la suite, toi, du métier de berger transhumant ? Je vois qu'il va falloir vraiment se poser ces questions-là, à un moment, un autre, vraiment se réfléchir à la suite. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux et beaucoup de pression derrière. On attend peut-être beaucoup de nous aussi. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à la fois à notre métier, parce que par rapport au changement climatique, là on le ressent. On le ressentait déjà parce que la végétation en montagne change beaucoup. Moi je dis toujours qu'on est comme dans un climat tropical, on va dire chaud, humide. Donc la végétation va très 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 vite. Ouais. Et on a de moins en moins de main d'œuvre pour essayer d'entretenir. Ça, tu trouves que ça va ça va très très vite. Ouais. C'est vraiment très très marquant, je trouve. Et, tu as un exemple concret à nous donner, qu'on comprenne quand tu dis ça ? La fougère, elle pousse plus tôt, par exemple sur les zones intermédiaires, plus hautes, beaucoup plus denses, c'est assez marquant, des genêts, beaucoup de genêts sur ces zones-là. Où avant c'était des anciens prés, quoi, des champs même, ils ont eu fait du lin et tout ça, donc ça va très vite. Et donc on n'arrive pas à suivre. Là vraiment, c'est là où on voit aussi la pression sociétale, c'est-à-dire que derrière nous, il faut qu'on maintienne nos pratiques traditionnelles, comme par exemple l'écobuage, pour essayer d'entretenir ces surfaces-là. C'est le fait de mettre le feu à une partie de la montagne pour nettoyer et que derrière l'herbe repousse. Exactement, quoi. Et comme ça, on brûle les vieilles herbes qui étouffent l'herbe qui va pousser dessus, quoi. Donc en particulier ces zones intermédiaires, la fougère qui va étouffer. Donc là, par rapport à ça, c'est quelque chose, ce sont des pratiques qui sont pas comprises, quoi, de la société actuellement. On a beau expliquer, on a beau argumenter, on se sent toujours en faute, alors que même les pompiers, même les pouvoirs publics, le préfet disent c'est nécessaire pour pas qu'il y ait vraiment des feux qui dévastent les forêts, des méga-feux, des choses comme ça. Même si tout va dans ce sens-là, on entend encore beaucoup de remarques et des choses très négatives par rapport à ça. Les prédations aussi, c'est vraiment l'exemple. Le loup, voilà. Je fais une parenthèse, mais je viens d'enregistrer hier un épisode avec Olivier Morin et on a beaucoup parlé de la présence de l'ours et un peu du loup en vallée d'Aspe. Donc s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent écouter cet épisode-là. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup de choses qui nous
qui nous travaillent, quoi, on va dire, sur lequel il faut qu'on prenne en compte toutes ces choses-là. Il y a beaucoup plus de monde aussi en montagne que ce qu'on a connu. Sur la montagne, beaucoup de plus de gens qui se promènent aussi autour des villages ou comme ça avec des chiens, en montagne aussi. Donc nous, on nous incite à mettre des patous par rapport à la prédation, et entre autres, et même, voilà, on a nos chiens de travail et les animaux et tout ça, et c'est sûr que c'est toujours compliqué par rapport à les deux mondes, en fait, qui sont à côté de l'un de l'autre et qui se comprennent pas. Ouais. Et souvent, c'est nous qui sommes en faute, quoi. C'est nous qui sommes mal vus, et ceux qui ont des chiens, c'est parce qu'ils aiment les animaux. Ils ont des chiens pas dans ce sens-là, et c'est souvent très compliqué. Donc, comment faire? Est-ce qu'en faire un atout touristique de l'autre côté, c'est-à-dire tourner les choses et au contraire, comme ça a été fait d'autres endroits, c'est-à-dire utiliser entre guillemets cette manne touristique ou cette demande de la société qui veut être au plus proche de la nature, du sauvage, pour leur proposer. Ça veut dire qu'un métier aussi qui change, certainement. Notre métier à nous qui va changer. Et c'est nous, ce qui nous fait rêver, c'est d'être garder des brebis, à traire, à faire du fromage. C'est ce qu'on aime. Est-ce que voilà, ce nouveau métier de berger, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va nous faire kiffer et garder pour pas que se faire manger les brebis par les ours ou les loups, ou être avec expliquer aux gens les patous pourquoi on les a, ou les recevoir pour le faire de l'agritourisme, on va dire, des choses comme ça, voilà, ou faire des choses vraiment ouvertes vers le tourisme pour qu'il y ait ce contact-là. Je sais pas, ça sera un autre métier. Dans l'épisode il y a 5 ans, je t'avais demandé quels étaient tes futurs projets, et c'était de dégager plus de temps, de réussir à partir un peu plus en vacances, parce qu'à l'époque tu partais 4 jours par an en vacances. Est-ce que c'est mission accomplie, ça, depuis 5 ans ou Pas vraiment. Alors, on est parti quand même. On est parti à 2 reprises. On est parti une semaine en Suisse, voir des montagnes, des bergers, du fromager, évidemment. Et une fois au Maroc, c'était très, 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 très intéressant de voir aussi d'autres mondes. Donc oui, on a un peu plus de temps, mais c'est pas forcément encore, comment dire, bon, nos enfants n'ont pas forcément besoin de plus de temps qu'on soit plus avec eux. Oui, voilà, parce qu'à l'époque, c'est pour que tu passes plus de temps avec tes enfants. Voilà. Et je pense que voilà, entre nous, nos besoins de vacances et eux, les besoins qu'ils auront de vacances seront différents. Ouais. Dans leur vie, eux, ils auront une façon de vivre et de travailler différente de nous. Et donc, je pense que les outils qu'on a mis en place en bas leur permettront aussi de travailler différemment, peut-être alterner les week-ends, pas forcément être à la traite tous les week-ends, tous les deux. Il y a des choses comme ça qui amélioreront. Pouvoir aller au rugby et tout ça. Voilà, exactement. Bon, et du coup, c'est quoi tes prochains projets, pour que je te repose la question quand on fera que sont-ils devenus dans 10 ans? Le prochain projet, c'est que le passage de la transmission, ou en tout cas, c'est pas forcément complètement de transmission, mais que de gérer la ferme ensemble avec nos enfants, là, que ça se passe bien, toute cette partie-là, voilà, j'espère. Je pense aussi peut-être leur laisser la place aussi pour faire d'autres projets en dehors de la ferme, en lien, mais peut-être imaginer quelque chose comme ça. Autour de quoi? Plutôt de la transfo et de la vente ou... Ouais, je sais pas exactement. Encore, on va dire 1 an, 2 ans. Non, le temps qu'ils fassent son BTS. Ils vont pas te mettre à la porte tout de suite. non, mais bon, t'es plutôt dans l'optique, en tout cas, de leur laisser la place complètement. Certainement, dans 5 ans, tu poseras les questions à Baptiste de son installation et comment il a vécu ça. Ouais, l'idée, c'est ça aussi. Je trouve que c'est intéressant aussi. Moi, j'aime bien aussi construire et... imaginer des projets, faire des choses aussi. Donc, du coup, tu vois ça plus comme une opportunité que d'un deuil à faire Oui, complètement. Ouais. C'est intéressant de construire la frère, de ce qu'on a fait. Voilà, moi, j'aime beaucoup le fromage, j'aime beaucoup aussi cette vie-là. C'est plus pour aller de l'avant et de ne pas ressasser. Pas ressasser, ou pas essayer de trouver les moyens de communication et voilà, de laisser la place. Je crois que c'est ça, et chacun faire comme il veut. Très bien, et d'apporter quand même ton expérience, parce qu'ils en auront besoin à un moment ou à un autre. Oui, on verra. Ouais. Bon, super. Merci Marion de nous avoir donné des nouvelles. Et évidemment, pour les auditeurs, je le redis, l'épisode, du coup, je l'ai réécouté avant de venir, il est vraiment top pour comprendre le quotidien d'une bergère transhumante, les enjeux, tes journées qui démarrent à 5h, qui finissent à 22h30 ou 23h. Voilà, de découvrir un peu tout ça, qu'ils n'hésitent pas à aller l'écouter. Ouais. Allez, à très vite. Merci Marion. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail.
Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.